Une écoute prolongée de ce podcast vous rend forcément meilleur. À force d'experts qui défilent ici et qui nous expliquent comment ils ont maîtrisé leur art, nous en venons à concevoir des systèmes à l'épreuve de toutes les balles. Pourtant, parmi ces experts, il en existe dont l'expertise est de repérer la faille, aussi petite soit-elle, et que nous laisserions malgré tout. Mais alors, comment font-ils pour voir toutes ces brèches? Peut-on les battre? Et surtout, dans cette course incessante, qui pousse le plus l'autre à innover? Pour répondre à ces questions de bugs, je ne reçois pas Tarzan, mais il s'y connaît en bug bounty. Brice, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Brice, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, pas de souci. Donc, je suis Brice Augras, j'ai 32 ans, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Bezedon, qui est basée à Brest. Mais avant tout, historiquement, j'ai toujours été hacker d'une part, et au-delà de l'exercer dans un contexte très cadré et très professionnel entre 2016 et 2019, début de ma carrière, à partir de 2019 est arrivé sur notre territoire. Enfin, est arrivé bien avant, mais à partir de 2019, j'ai découvert l'univers du bug bounty, un petit peu par hasard, et depuis, j'en fais très régulièrement. Ok. Du coup, tu nous parles d'un contexte structuré sur l'aspect du hacking versus le bug bounty. Donc, tu parles, j'imagine, plutôt des pentests, c'est ça? Tu as été pentester pendant un moment? J'ai démarré ma carrière professionnelle en 2016, où effectivement, ça s'est très vite traduit par le fait de monter une équipe sécurité, dont le cœur de métier même, c'était de réaliser donc effectivement des pentests, des tests d'intrusion sur des actifs exposés sur Internet, sur des infrastructures internes. Et le bug bounty, ça a été la petite cerise sur le gâteau, le challenge en plus de comment on trouve des vulnérabilités dans des endroits où d'autres sont passés avec des approches plus traditionnelles de manière préalable, donc effectivement les tests d'intrusion, et comment avec une fenêtre temporelle illimitée, on va chercher ce qui n'a pas été trouvé. Oui, parce que du coup, c'est ça la différence principale entre le pentest traditionnel, on va dire effectivement formalisé, contractualisé, versus le bug bounty. C'est que le bug bounty, tu peux y passer un an s'il faut, à aller creuser pour chercher la faille la plus cachée possible. Alors déjà, si je devais le définir, donc bug bounty, littéralement la traduction, puisqu'on aime bien tout franciser entre phishing, tentative d'hameçonnage, si on fait le même exercice avec le bug bounty, c'est primo bug. Finalement, Okay. C'est des entreprises avec un niveau de maturité certain, parce qu'effectivement, il faut accepter de se dire, je vais offrir à tous les chercheurs ou même à un nombre plus restreint de chercheurs sur tout le globe tel actif, tel site web exposé sur Internet, et je vais leur dire c'est 24/24. Dès que vous trouvez quelque chose, le modèle économique, c'est je vous rémunère à la faille. Je vous rémunère à la faille au niveau de la gravité en fonction de la gravité de celle-ci. Donc il y a des standards d'évaluation de ça, c'est une faille légère, médium, haute ou critique. Et en face, il y aura littéralement, effectivement, soit une grille de gratification financière, soit une grille de swag, parce que certaines entreprises qui ont moins de budget vont plus offrir des goodies, etc. Mais c'est un risque, c'est de se dire, je vais rendre ça accessible n'importe quand, 7 jours sur 7, 24/24. Le pentest, à contrario, c'est une prestation de service qui est cadrée. On convient avec le client d'une fenêtre temporelle d'intervention. On y passe une certaine charge en termes de jours hommes pour réaliser cette mission. Ce qui fait que la typologie des failles qui sont trouvées, entre le bug bounty d'une part et le pentest de l'autre, il y a une différence effectivement. Et ça rejoint ce que tu disais, le bug bounty, des fois on peut passer 5 minutes et à trouver quelque chose d'extrêmement critique, et des fois il va falloir un an de recherche pour arriver à construire toute la chaîne d'exploitation de la vulnérabilité identifiée. Pour une entreprise, du coup, quel est qui va être le critère déterminant de faire appel plutôt à du pentest traditionnel contractualisé ou de mettre en place un programme de primo bug? Alors je ne vois pas ces deux approches comme étant par exemple concurrentielles où l'une n'empêche pas l'autre en fait. Pour moi, il reste tout de même important de passer en premier lieu par l'approche pentest,
Parce qu'effectivement, si vous lancez un site web qui n'a jamais été pen-testé, sur lequel il n'y a pas forcément, par exemple, d'approche DevSecOps, et on pourra développer, si tu veux, cette partie-là par la suite, le lancer en bug bounty, vous pouvez être sûr que les chercheurs, aujourd'hui, avec la communauté qui est active à travers le globe, en 24 heures, le wallet de primes alloué à ce programme, il va être vidé et il n'y aura plus d'argent. Donc au final, le client, si c'est la première fois qu'il se lance dans le bug bounty, il ne va pas percevoir la valeur ajoutée du bug bounty. Donc il y a un travail de dégrossissement premier à réaliser avec le pentest. Et par la suite, où on sait que la solution et la cible a quand même été déjà évaluée, on peut prendre le risque maîtrisé de lancer un programme de bug bounty dessus. Ouais. Donc c'est qu'il y a une notion dans le bug bounty de recherche de failles plus complexe, du coup plus travaillée, on va dire. À titre de manière très concrète, aujourd'hui, le plus de zero day qu'on a trouvé dans nos travaux de recherche, donc de vulnérabilités non connues du public, et que c'est l'équipe tech de la boîte qui les a trouvés en faisant de la lecture de code, etc. C'est dans le cadre du bug bounty où on a eu plus de temps à allouer à ces projets de recherche qu'on a sorti ces failles. Sur du pentest, on trouve beaucoup moins de zero day qu'on en trouve dans le bug bounty. Okay. Et du coup, en général, cette enveloppe que tu attribues sur le bug bounty, elle est plus conséquente qu'un budget que tu attribuerais à des tests d'intrusion ? C'est une bonne question. Alors c'est pour le coup, j'ai plus la casquette de chercheur, donc j'ai moins la vision back office façon de parler de comment aujourd'hui. Donc il existe des plateformes qui font office d'intermédiaire entre la communauté de chercheurs et les clients finaux. Je ne sais pas si on peut citer quelques noms, mais oui, tu peux. Outre-Atlantique, le leader du marché globalement, c'est HackerOne. Sur le territoire européen, on connaît Yes We Hack. Ce sont eux qui fournissent des plateformes sur lesquelles les chercheurs vont s'inscrire. Les clients vont venir configurer des programmes. Donc ils vont pouvoir dire dans ces programmes, voilà, j'ai tel terrain de jeu que j'offre aux hackers, j'offre telle grille de rémunération en fonction des vulnérabilités trouvées. Je pense que les montants sont importants. Après, bon, globalement, faire un pentest d'un applicatif web, d'un site web par exemple, avec un développement totalement custom et on va dire au moins une dizaine de fonctionnalités différentes et des niveaux de privilèges assez cloisonnés et assez granulaires, c'est souvent des enveloppes qui vont tourner entre 10 et 15 000 euros. Okay. Sur du bug bounty, c'est des enveloppes qui peuvent être tout aussi conséquentes, effectivement, en termes de primes à allouer. En plus, j'imagine, alors chacun n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, mais il y a des coûts de licensing associés à l'utilisation de cette plateforme-là pour les clients finaux. Parce que internaliser la gestion de son programme de bug bounty, on n'en connaît pas beaucoup qui le font, et le peu qu'ils font, ce sont généralement des mastodontes tels que Apple, tels que Microsoft, et même d'autres GAFAM passent par du HackerOne pour gérer leur programme. Alors c'est presque surprenant du coup. Pourquoi est-ce que il suffit pas de créer une page statique sur son site en disant si tu trouves une faille critique c'est 15 000 euros, moyenne c'est 10 000. Enfin, tu vois, de juste faire une page en disant au final voilà les primes et faites ce que vous voulez et écrivez à telle adresse si vous trouvez un truc. Alors tu pourrais le faire, mais du coup là je te donne mon rétexte très à chaud en tant que hunter. On perdrait l'aspect compétitif qui, d'une certaine manière, sans ego, nous fait vibrer au sein de la communauté. Sur ces plateformes, aujourd'hui, par rapport au nombre de failles qu'on trouve, on a des classements européens, on a des classements mondiaux. Et surtout, l'existence de ces plateformes permet de faire se développer le marché du bug bounty. À titre d'exemple, on a participé en février 2022 au premier championnat du monde de bug bounty organisé par HackerOne. Il y a eu d'autres événements qui ont eu lieu à Las Vegas, à Singapour. Et de plus en plus, les plateformes organisent ces événements-là pour deux raisons. De un, ça met en lumière cette activité. De deux, ça permet à la communauté de chercheurs. Il y a des gars que je rencontre, ça fait 5-6 ans qu'on parle sur des chats Discord où on a déjà fait des collabs en bug bounty. On se rencontre dans la vraie vie 5 ans plus tard parce qu'il y a ce genre d'événement. Donc ces plateformes, effectivement, tu pourrais le gérer en autonomie et dire ouais, je limite et maîtrise mieux mes coûts en me défaisant ces coûts de licensing, mais tu attirerais moins la communauté. Là, vraiment, ce que ces plateformes mettent à disposition, c'est une communauté établie, qui se connaît, qui est active, pour certains qui en vivent par rapport aux revenus qu'ils en tirent. Et surtout, ces plateformes-là, elles vont te donner une valeur ajoutée, c'est que tu lances un programme de bug bounty. Est-ce que tu es prêt à accepter, si tu te décides à communiquer dessus, est-ce que tu es prêt à accepter de recevoir pléthore de vulnérabilités, dont certaines
qui vont être à impact tellement faible que tu ne vas pas en tirer de la valeur ajoutée. Donc, via l'utilisation de ces plateformes et dans la manière dont tu peux configurer tes programmes, tu peux dire je veux démarrer de façon macro avec une dizaine de chercheurs, par exemple, qui vont avoir une appétence pure et un ciblage premier qui est de la vulnérabilité purement critique, qui ne va pas te remonter sur telle page, je vois qu'il y a de l'information disclosure et tes logs sont un petit peu trop verbeux et effectivement, on pourrait en déduire de la donnée, mais il n'y a pas d'impact observable, c'est de la vulnérabilité faible. Donc, tu as ce processus de filtrage qui est possible via l'utilisation des plateformes. Okay. Si tu le gères en autonomie, ça veut dire que tu acceptes de faire tout le travail de nettoyage, des remontées un peu moins pertinentes vis-à-vis de ce que tu recherches. Et est-ce que c'est la plateforme du coup aussi qui détermine si la faille qui a été détectée par un chercheur est déjà bien une faille en tant que telle et son niveau de criticité aussi ? Je sais que plusieurs modèles sont possibles en fonction des plateformes. Soit tu peux toi-même réaliser ce qu'on appelle le processus de triaging. Donc le triaging, c'est on te soumet un rapport, donc supposément une faille, avec une description de celle-ci, le proof of concept technique de comment reproduire la faille et l'aspect, je dirais, incontestable de où est la faille, l'analyse d'impact et puis des préconisations en termes de remédiation. Processus d'acceptation ou non, d'analyse de si c'est déjà une faille qui t'a été remontée mais qui est en cours de correction, donc c'est ce qu'on appelle un duplicate. Ce processus de triaging, tu peux le faire toi-même. Tu peux demander à la plateforme de le faire pour toi. Okay. Les deux modèles sont possibles. Dans tous les cas, même si c'est la plateforme qui le fait pour toi, c'est souvent le client qui reste dans tous les cas arbitre final parce que les équipes de triaging elles vont faire une première qualification de la véracité de la faille, mais très souvent, des fois, sur des applicatifs lourds et complexes, tu rentres dans des problématiques de considération opérationnelle et métier. Est-ce que moi, par rapport à l'usage qui est fait de mon application sur une faille logique, est-ce que c'est vraiment une faille ou pas? Et ça, c'est que celui qui a créé l'app ou celui qui a une appropriation totale de la target qui va savoir trancher et arbitrer. Ouais, je vois. Donc, dans tous les cas, soit tu le fais entièrement, il n'y a qu'un niveau de qualification et de traitement, soit tu fais sous-traiter d'une certaine manière ce processus de triaging, mais tu restes arbitre final parce qu'il y a un contexte opérationnel et métier que toi seul as. Okay. Sur les tests d'intrusion, on a aussi une possibilité de faire appel à des entreprises qui ne vont pas uniquement tester l'ensemble des API, des portails qui sont disponibles, mais aussi tester une capacité de rentrer dans des locaux de manière physique, de réussir à faire des activités au sein des locaux. Est-ce qu'au travers du bug bounty, c'est un périmètre aussi dans lequel tu peux aller ou le bug bounty reste sur un domaine très online? Alors, c'est une super question. Parce que du coup, il y a un exemple parfait. C'est quand tu définis un programme de bug bounty, dans les règles de celui-ci, au-delà de donner le périmètre, donc le scope, tu vas devoir définir dans le programme des qualifying vulnerabilities, donc toutes les vulnérabilités éligibles au système de récompense, et les non-qualifying vulnerabilities, typiquement du DDoS, etc. Dans 95% des cas, sur tous les programmes qui existent, la notion de social engineering n'est pas autorisée. Essayer de piéger mes employés pour trouver une faille ou qu'ils vous ouvrent une porte d'accès, ce n'est pas une faille en elle-même. Par contre, les approches de social engineering sur certains programmes, notamment autour des crypto-monnaies, ont commencé à rentrer dans le scope parce qu'ils le considèrent, de par la sensibilité et leur secteur d'activité qui est quand même très spécifique, ils ont dit non. Il faut que nos employés sont sensibilisés à un niveau atmosphérique parce que c'est un vrai risque pour nous, l'internal threat ou l'erreur d'un collaborateur, que si un chercheur arrive à piéger un de nos salariés, c'est récompense, quoi. Okay. Et donc du coup, tu parlais tout à l'heure de le côté un peu compétition, ce côté un peu challenge que vous avez entre vous. Est-ce qu'au final, une entreprise qui met en place un programme de bug bounty, c'est presque un challenge qui vous est lancé en mode... parce que quand tu mets un programme de bug bounty en place, c'est que tu as quand même un certain niveau de confiance vis-à-vis de ta sécurité. Donc c'est un peu une façon de dire, vous n'arriverez pas à trouver quelque chose. Ça vous pique à l'ego, tu vois, ça t'oblige à y aller, quoi. On tourne à l'ego, je te confirme, parce que typiquement, le fait de pouvoir dire... Enfin, le fait déjà, purement techniquement, de pouvoir aller jouer sur des infrastructures qui sont colossales où personne n'est jamais allé, c'est quand même un truc de dingue. Enfin, technologiquement parlant, effectivement, ça nourrit un ego technique, ça nourrit une passion technique. Quand tu dis j'ai pu arriver à trouver telle faille chez Microsoft, par exemple, et me balader d'infrastructures internes, faire tout ça, et à leur signaler, c'était incroyable. C'est des infrastructures en termes de volumétrie que tu verras nulle part ailleurs.
Donc il y a et de l'ego, parce que c'est un accomplissement d'avoir réussi à trouver la faille sur un truc où tu as quand même des équipes cyber chez eux, où on parle en centaines de personnes, des budgets de pentest colossaux et même un budget bug bounty qui se chiffre en millions de dollars par an. Il y a l'ego. Et il y a la poussée d'adrénaline. Et la poussée d'adrénaline, elle est folle, parce que c'est ça en fait qu'on va rechercher c'est comme une addiction, comme un joueur de poker qui gagnerait un tournoi. Il y a un peu de ça en fait. Mais ça reste une compétition saine, parce que paradoxalement, l'univers du hacking, depuis toujours, c'est axé sur le partage. Ce qui fait que même si on trouve une faille incroyable, on va, pour beaucoup, pousser et essayer de convaincre l'entreprise chez qui on a trouvé de nous laisser publier le papier de recherche technique 9 mois après, une fois que l'embargo est fini, mais pour partager avec les autres ce nouveau vecteur d'attaque stylé qu'on vient de trouver, quoi. Donc oui, il y a de la compétition, il y a du classement, mais il y a ce partage où il y a des tutos qui sortent tous les jours sur Twitter, quoi. Donc passion, adrénaline et surtout syndrome de l'imposteur, qui est un vrai danger pour ceux qui se posent la question de se lancer. C'est cette phase d'excitation croissante d'une certaine manière, avec la découverte d'une faille, l'attente de la récompense ou autre. Des fois, ça peut être des process qui durent 6-9 mois. Et la redescente, en fait, il faut bien la gérer, parce que après on se dit, bon, bah, maintenant que j'ai fait ça, où est-ce que je vais aller trouver des failles, quoi. Sur cette notion de papier de recherche que tu évoques, ça me fait penser à deux questions. La première, c'est quand on fait moi j'ai eu l'occasion de faire un pentest dans une vie précédente en tant que directeur technique. J'avais eu un doc de restitution qui était quand même hyper complet, avec les correctifs à mettre en place, certains qui étaient quand même assez costauds. Tu as quand même un niveau de technicité qui est quand même assez élevé. Toi, en tant que chercheur dans un programme de bug bounty, tu dois aussi donner ce genre de solution de j'ai trouvé une faille et voilà comment la corriger. Alors oui, tu fournis les préconisations techniques en termes d'axes de remédiation. Ça a généralement tendance à être tu peux être moins précis et moins pertinent vis-à-vis contrairement à un pentest. Parce que dans le pentest, en fait, l'échange, c'est que tu as toute l'interactivité avec le client tout du long de la réalisation de la mission. Typiquement, tu fais un pentest sur une infrastructure interne, tu peux échanger avec le DSI, avec le RSSI. Donc, quand tu vas construire ton livrable, tu auras déjà eu de l'échange humain et préalable avec lui sur ouais, mais est-ce que tel axe de préconisation recommandé entre celui-ci et celui-ci par rapport à vos contraintes opérationnelles et métiers, tu as déjà eu la data comme de si ça va être de quelle solution va être la plus pertinente. Sur le bug bounty, tu as moins cette interactivité. Donc tu vas faire de la préconisation de manière tout aussi exhaustive, mais tu vas moins être en capacité de cibler le bon fixe global, même si tu t'appuies sur des référentiels comme le WASP, sur des tutos pour te prémunir contre des attaques sur des actifs de type web, etc. Donc tu le fournis, tu es moins pertinent. Par contre, du coup, sur certaines plateformes, sont implémentées des procédures de double check et sur lesquelles tu es rémunéré. Okay. Effectivement, le client te dit bon, bah, j'ai fixe. Il déclenche le double check. Et puis là, si en plus, donc tu fais le double check, tu valides, tu es payé pour. Et tu as même des suppléments si tu trouves des bypass au check, aux sécurités et aux fixes qu'ils ont déployés en prod. Okay. Et donc il y a un délai de 9 mois d'embargo. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prévenu l'entreprise que tu as trouvé une faille, pendant 9 mois, l'informatique ne doit pas sortir pour leur laisser le temps de la corriger, c'est ça le... Alors ça pour le coup, c'est un cas personnel que j'ai eu sur une grosse zero day, effectivement, en 2019. Ouais. Okay. Où, donc on était sur une zero day sur une stack applicative qui s'appelle Kubernetes, et du coup qui concernait... je me suis retrouvé à devoir soumettre sur l'ensemble des programmes de bug bounty des cloud providers, donc du Microsoft, du Amazon, du Google, parce que tous proposaient la solution Service Manager. Et la faille était intrinsèque à Kubernetes, donc il fallait que les 70 cloud providers du globe se synchronisent pour le fixe et avoir une date de mise en prod du fixe en même temps. Donc on a eu 9 mois d'embargo pour arriver à synchroniser tout ce monde-là. Ça a fait quelques insomnies à attendre, et le fixe et la récompense aussi. Ouais. Okay. Mais du coup, quand tu trouves un truc aussi colossal, même 9 mois, en fait, ça me paraît trop court pour mettre à jour autant d'environnements Kubernetes à travers le monde, qui est quand même un truc hyper répandu. Quoi. Vu la gravité de la situation, ils ont été plutôt réactifs. Ouais. Ouais. Non, c'est directement via parce qu'ils ont un Google Security sur le projet Kuber. Et puis en plus, c'était à l'époque où le programme intrinsèque Kubernetes en bug bounty était lancé. Mais ils ont coordonné les 70 plus gros cloud providers, puisqu'ils sont tous sur la security list sur GitHub. Ils sont tous avertis dès qu'il y a un souci.
Mais globalement, la problématique sécuritaire permettait à un client qui instancie un cluster Kubernetes dans son service managé, sur son portail Azure ou autre, de remonter sur l'infrastructure interne du cloud provider. Donc ils se sont très vite coordonnés pour corriger. Ouais, j'imagine. Du coup, donc, sur cette notion de papier de recherche que tu publies aussi, tu parlais aussi de cet ego, tu as envie de montrer que tu as réussi à trouver un truc après des semaines ou des mois de recherche. Est-ce que ça veut dire aussi que sur un programme de bug bounty, le type de faille que tu vas trouver va être aussi plus complexe, plus élaboré que ce que tu vas retrouver dans un programme de pénétration qui a tendance à écluser un peu tous les trucs un peu plus classiques? Oui, via le bug bounty, effectivement, tu vas avoir une tendance à trouver des failles où le niveau de complexité est plus fort parce que typiquement, tu vas avoir le loisir de pouvoir chaîner 4-5 steps de compromission pour arriver à une compromission complète. Après, pour le coup, avec l'expérience qui se crée maintenant, de plus en plus, nous, on intègre nos réflexes et notre approche spécifique au bug bounty pour améliorer la qualité de service des pentests. Parce que au final, tu te retrouves avec une équipe technique dont la seule émulsion, c'est d'aller trouver ce qui n'a pas été trouvé. Et sur des vulnérabilités plus traditionnelles dans le pentest, tu les fais une fois, deux fois, puis même dès la deuxième fois, c'est trop tard. C'est que sur des sujets classiques, tu sais que tu dois automatiser parce que tu vas perdre en valeur ajoutée. En fait, l'exploitation manuelle n'est plus intéressante. Et comme plus tu automatises, plus tu t'offres du temps pour aller trouver du juicy stuff en termes de vecteurs d'attaque technique qui peuvent même être innovants. Typiquement sur un partage et une publication qu'on prépare en ce moment sur lesquels on espère avoir toutes les autorisations de disclosure, de communication publique de ces failles-là. Là, on travaille sur des nouveaux vecteurs d'attaque en multiples étapes pour faire compromettre du chat GPT qui est déjà implémenté par certaines boîtes sur leur programme de bug bounty. Okay. Donc ça nous permet de découvrir des nouveaux vecteurs d'attaque qui aujourd'hui ne sont pas référencés, par exemple, dans des référentiels comme l'OWASP. C'est-à-dire que via une implémentation de ChatGPT, tu peux réussir à accéder à des informations. C'est ça la recherche, vous avez essayé de faire dire à ChatGPT? Effectivement, on a eu plusieurs cas où on a pu, donc dans un contexte bien spécifique d'utilisation de ChatGPT par une grande entreprise, donc intégré à des plugins customisés qui s'appuient sur ChatGPT, on a réussi à lui faire dévoiler de l'information et à taper sur de la base de données en production pour en dévoiler le contenu et nous l'offrir alors que nous n'étions pas censés y avoir accès. Donc, quand on dit souvent que la plus grande faille elle est entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire que maintenant même l'intelligence artificielle devient une source de failles de password, ce genre de choses? En fait, je le prends avec beaucoup de recul. Je crois qu'à partir de novembre, où il y a eu une forte médiatisation autour de cette thématique-là, on l'a pris avec beaucoup de recul en se disant il y avait des annonces très alarmistes de ça va faire disparaître notre job, etc. Et en fait, on l'a vu avec la vision du hacking. Demain, il y a telle nouvelle techno qui sort. En fait, ça déplace juste le problème. C'est au lieu de s'attaquer à ce qu'on s'attaquait traditionnellement, si on peut avoir effectivement, désolé du terme, un esclave technique qui le fait à notre place sur des sujets qui des fois sont redondants pour nous, d'une part on s'en servira, et notre vrai focus et notre vraie valeur ajoutée, ce sera d'aller attaquer cette nouvelle cible. Donc en l'occurrence, dès novembre, on papotait sur le fait de dire il faut qu'on trouve un moyen de faire vriller ChatGPT de manière assez familière. Et ça est arrivé très vite parce que dès mars, les championnats du monde 2023 ont démarré février avec HackerOne. Et sur les N programmes qui nous étaient proposés, il y avait des implémentations déjà en production de ChatGPT. Donc on s'est dit, c'est l'occasion parfaite de commencer à essayer de casser la machine. On peut même supposer que quand tu intègres une solution aussitôt, la probabilité qu'il y ait une faille quelque part parce que l'intégration n'a pas été suffisamment réfléchi, en fait, ça va trop vite à ce niveau-là, non? C'est un peu du time to market, effectivement. Ouais. Très concrètement, sur l'implémentation qu'on a cassée, c'était du time to market, c'est mettre en place une fonctionnalité que mes concurrents n'ont pas. Et du coup, ce modèle-là, on le retrouve, je préfère l'analogie avec l'univers de l'IoT. Hein. Il faut que le produit est cool, le produit est fonctionnel, il faut qu'on le mette très vite sur le marché. Et ça se fait au détriment de quoi? De la sécurité. Et ça, parce que pourtant on pourrait se dire on est en 2023, maintenant la sécurité c'est un sujet qui est adressé. Toi tu vois une complexification
des failles que tu trouves, ou tu vois encore des failles qui sont pourtant une évidence, une simple mise à jour d'un serveur Apache aurait suffi Euh, La complexification, d'une certaine manière, c'est toi qui l'as créée avec du chaînage de vulnérabilité. Si tu veux aller de plus en plus loin en termes de démonstration d'impact de ce que tu as trouvé, oui, il y a des nouveaux vecteurs d'attaque sur des nouvelles stacks applicatives qui sont assez complexes et intéressants. Je pense à du prototype pollution, etc. Sur des technos récentes où c'est un chercheur français qui s'appelle Bika qui travaille dessus. Moi, c'est pas le genre de faille que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on a tous notre zone de confort dans laquelle on évolue. Donc, ce qui fait que finalement, on ne s'aventure pas forcément sur des trucs qui, de prime abord et à l'extérieur, nous paraissent très complexes, mais au final, le collègue, lui, les maîtrise avec une aisance déconcertante. Parce que d'une part, on n'aura jamais assez d'une vie pour tout maîtriser. C'est aussi pour ça qu'on bosse de manière communautaire, c'est que le gars qui a l'omniscience et la maîtrise de toutes les stacks applicatives de l'IT, qui sait tout détourner, il n'existe pas. Donc, je ressens pas de niveau de complexité, parce que même si c'est un truc qui me fait apprendre, bah, je le vois comme quelque chose de constructif. Donc ça va être dur sur le moment à apprendre et à s'approprier ce nouveau vecteur d'attaque. Par contre, une fois que je le maîtrise, tu l'automatises, ça devient facile à exploiter. Ok. Mais du coup, est-ce que tu as l'impression que les cibles que tu peux avoir aujourd'hui, que ce soit quand tu étais sur du pentest ou aujourd'hui sur du bug bounty, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un niveau de maturité qui augmente, qui t'oblige à développer des trésors de créativité et de recherche, ou au final, tu as un script qui fonctionne dans, je sais pas, 60% des cas, parce qu'en fait, les trucs sont, les mêmes choses sont tout le temps oubliées par les différents acteurs? J'ai un petit peu, je suis breton, mais je vais faire la réponse de Normand pour le coup Un sur, peu les deux. sur le sujet. Il y a un peu des deux. Oui, il y a un niveau de maturité globale qui est en progression. Après, est-ce qu'on peut, ça, c'est plus un discours que je vais appliquer dans un contexte de pentest. Sur le bug bounty, il y a tellement d'approches qui sont possibles que c'est dur de répondre à l'affirmative là-dessus. Parce que typiquement, je me suis jamais posé la question de savoir si la cible que j'avais en face, je fais pas de distinguo entre si c'est une banque sur un produit qui est en production, qui n'a pas été migré depuis 20 ans, donc qui quand même normalement est censé avoir un peu de bouteille et avoir été testé et éprouvé, ou si c'est un site fraîchement développé dans une stack technologique récente. Je me défais mentalement de cette perception préalable-là, parce que sinon, moi, ça va influencer la manière dont je vais essayer de trouver des failles. Si je pars avec des a priori, je pars pas avec le bon mood pour être créatif, essayer de faire n'importe quoi et d'avoir une approche totalement déconstruite pour finir par chance par tomber sur la faille, parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Après, c'est pas du tout une vérité absolue, parce que, à contrario, dans l'équipe, il y en a qui sont très scolaires dans l'approche et ont besoin d'être scolaires, du style j'ai besoin de m'approprier fonctionnellement parlant totalement la cible. À partir de là, je vais pouvoir, step by step, tester tous mes vecteurs et toute ma boîte à outils habituelle que j'ai bien automatisée, et derrière, trouver des failles. Donc chacun fonctionne d'une certaine manière, parce que chacun a une façon de créer et a besoin d'une liberté créative. Et c'est aussi pour ça que souvent, on démarre tous ensemble, on sait à peu près sur quelle cible se concentre chacun et quelle thématique ou quelle typologie de vecteurs d'attaque ils vont aborder. Et le step d'après, c'est chacun se met un peu dans sa bulle, parce que on a tous besoin de notre focus, parce que c'est effectivement intellectuellement, ne serait-ce qu'en compétition, tu sors de là, t'es rincé. Ouais. Sur cet aspect créativité, il y a aussi une différence avec le test d'intrusion versus le bug bounty. C'est que le test d'intrusion, effectivement, c'est un environnement qui est contractualisé et tu donnes énormément d'informations à l'entreprise qui va faire le test d'intrusion. Tu donnes des informations sur ta stack technique, parfois tu donnes même des accès de différents niveaux pour voir s'il arrive à passer d'un niveau à un autre en fonction des accès que tu lui donnes. Donc tu as beaucoup plus d'éléments en fait pour commencer. Là où de ce que moi je perçois dans le bug bounty, tu as très peu d'informations. Tu connais peut-être même pas les technos qui sont installés derrière. Tu as juste une adresse et après débrouille-toi avec ça. Est-ce que c'est un avantage ou c'est une complexité qui est dans le bug bounty? Alors, pour répondre en deux temps, sur la première partie, effectivement, sur le bug bounty, contrairement au pentest, tu démarres avec une approche vraiment très axée boîte noire. On ne te file pas d'éléments préalables, de spécifications techniques. C'est à toi de venir les énumérer, de les cartographier. Même s'il y a certaines plateformes qui commencent
à mettre à disposition sur les programmes. En plus du lien, de l'adresse IP, du site web à aller tester, tu peux en bas, pour débloquer le plus de fonctionnalités possibles et essayer d'avoir une couverture exhaustive en termes de fonctionnalités sur la cible, tu peux faire une demande de credentials qu'il t'envoie et qu'il te génère. Mais ça arrive assez timidement et c'est plutôt récent. Du coup, est-ce que ce changement de contexte entre le bug bounty et le pentest amène de la difficulté ou qu'est-ce que ça change fondamentalement? Pour ceux qui, justement, comme je le disais avant, aiment bien faire l'appropriation fonctionnelle, ils vont devoir aller lire la doc ou farfouiller le site de manière bien plus poussée que dans un contexte de pentest, parce que pentest, par exemple, sur un applicatif web, le client va peut-être te filer le manuel d'utilisation pour réduire le temps d'appropriation fonctionnelle. Donc, pour le coup, certains des fois trouvent des bugs par erreur justement en faisant l'appropriation fonctionnelle parce qu'ils se sont dit mais je comprends pas, j'ai essayé de configurer tel droit d'admin et je me retrouve avec telle fonctionnalité à laquelle je suis pas censé avoir accès en utilisateur à privilège limité. Donc des fois ça amène à de la découverte de bugs accidentels, ça c'est plutôt cool. Après effectivement l'approche boîte noire sans information préalable, on est habitué avec nos exercices de Red Team par exemple, nous ça nous dérange pas trop quoi. Okay. Mais du coup, ça t'oblige à avoir beaucoup plus de créativité. Tu parlais tout à l'heure aussi du fait que vous travaillez en aspect communautaire, que chacun a son expertise. Est-ce que du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau de complexité que travailler en solo, c'est impensable? Non, c'est jouable parce que effectivement, ça peut amener aussi sur le sujet de est-ce qu'on peut vivre du bug bounty? Tu as des chercheurs qui apprécient hunter, chasser de manière seule, dans leur bulle, avec leur savoir-faire. Effectivement, ils ont généralement une spécialisation sur plusieurs typologies de vecteurs d'attaque et une zone de confort finalement. Ils vont pas, du coup, effectivement, lorsqu'ils arrivent sur un programme, ils vont savoir dégrossir le risque sur un pan de vulnérabilité potentielle. Ils ne vont pas couvrir tout le spectre de toutes les failles qui existent ou de tous les types de failles qui existent. Après, pourquoi l'importance de travailler aussi en communauté, c'est que tu amènes de la complémentarité, comme tu le disais, avec la zone de confort propre à chaque individu. Typiquement, dans l'équipe, j'ai Victor, lui, il est confortable avec des problématiques de cloisonnement des privilèges, que ce soit verticaux ou horizontaux, sur le fait de pouvoir, en tant qu'utilisateur limité, accéder à des fonctionnalités d'un administrateur ou d'un utilisateur toto sur un asset, un actif web, d'accéder à de la donnée d'un utilisateur Titi. Il est assez confortable là-dessus. On a un autre profil qui, lui, va plus être spécialisé sur des vulnérabilités de type désérialisation. Donc, c'est des attaques où l'objectif est simple, c'est d'arriver à ouvrir une invite de commande à distance sur la machine et de prendre le contrôle du serveur qui héberge l'applicatif. Et en fait, on se complète. Donc, on arrive à avoir une couverture. Donc, effectivement, le hunter solo, il aura plus de difficultés à fournir une couverture exhaustive. Mais finalement, c'est pas ce que recherchent les clients finaux, puisqu'ils savent déjà qu'ils l'auront, puisque même si ce chercheur-là est solo, sur un programme de bug bounty, tu peux avoir 150 personnes ou 200 personnes qui sont invitées, ou à défaut, il est ouvert totalement au public, et là, c'est tout le globe qui y a accès. Donc, la couverture exhaustive, c'est grâce à la complémentarité des chercheurs sur le globe que tu l'obtiens, toi, en tant que client, et qu'elle est fournie par les chercheurs, même si pour certains, ils ne se connaissent pas. Okay. Il y a quand même un aspect qui me fascine. J'ai fait plusieurs épisodes dans ce podcast où je recevais des directeurs techniques qui nous ont raconté une faille qu'ils ont vécue et son exploitation, et les minutes et les heures qui ont suivi la détection de cette exploitation. J'ai reçu notamment donc Jean-Baptiste Avia, le cofondateur de Screen, qui est une solution de sécurité, qui eux aussi ont eu une faille. Mais ce qui était assez hallucinant, c'est que c'était une concordance en fait de 3 failles qui, de manière individuelle, n'étaient pas forcément critiques, mais qui, alignées toutes les 3 dans le bon ordre, dans le bon sens, en fait, devenaient quelque chose où tu pouvais prendre le contrôle de tout un environnement de manière extrêmement... alors du coup, pas si aisé que ça, parce qu'il faut réussir à aligner les 3 failles. Mais je trouve ça assez fou de réussir à trouver justement cet enchaînement de choses. En plus, en général, il y a une question d'ordre dans lequel tu le fais. C'est-à-dire que si tu fais les 3 dans le mauvais ordre, ça ne marche pas. Ça me fait penser un peu aussi aux gens qui arrivent à trouver des passages secrets dans des jeux vidéo
qui n'existe que si tu arrives à faire un triple saut à un endroit donné, puis tu arrives à là, et puis après tu fais un pas en arrière. Enfin, des trucs qui paraissent tellement improbables. En fait, comment vous faites pour réussir du coup à trouver ces chemins complètement, oui, effectivement improbables, quoi. Euh, Il y a pas mal de mèmes en plus qui circulent sur le sujet sur Twitter où tu vois un petit bonhomme qui fait un jump, puis deux jumps, puis deux jumps avec, comme sur Mario, des trous où tu peux mourir si tu tombes dans le trou. Donc il fait un jump, puis deux jumps, puis trois jumps. Et puis là, tu vois les 99% de la complexité d'arriver à construire une chaîne d'attaque. Et puis à la fin, le mème, c'est d'illustrer qu'à la fin, tu as un trop grand trou que tu ne pourras pas sauter pour gagner le 1% restant et arriver à fabriquer ta faille. Elles sont de plus en plus chaînées. Pour prouver une faille et exploiter une vulnérabilité, des fois, il faut effectivement combiner 3, 4 vecteurs d'attaque indépendants et failles uniques, parce que d'une part, on a complexifié aussi nos infrastructures. Tu vas partir d'un premier niveau de vulnérabilité qui est purement lié à un langage de développement, par exemple. Sauf que même si tu sens que la faille est là et tu comprends comment l'exploiter, tu sais que tu vas avoir joué avec de l'encoding ou modifier les paquets que tu envoies au serveur parce que tu as une courge de reverse proxy en deuxième niveau, donc tu rajoutes un deuxième niveau de complexité. Ah, puis il y a il y a le WAF dernière génération qui est en place, qui va falloir, qui est là pour protéger ton applicatif web, qu'il va falloir que tu bypasses. Donc tu vas rajouter, tu vas rejouer avec de l'encoding pour en plus changer ta souche virale, façon de parler, que tu es en train de construire progressivement. Et c'est comme ça qu'en fait, avec je dirais la complexification des infrastructures et puis même des fois des hasards totalement liés à de l'intemporalité, tu te retrouves avec des vecteurs d'attaque dont la complexité explose. Comment on fait pour les trouver Je dirais l'habitude et le fait que on lise constamment tous les tutos qui sortent parce qu'il y a des techniques dont on ignorait, je pense notamment, il y a peut-être 2 mois et demi, non, j'ai une mauvais repère temporel, mais il y a 3-4 mois, il y a il y a un chercheur qui a publié sur Twitter, comme ça, pour le fun, comment on pouvait bypasser les 3 quarts des WAF des marchés en rajoutant en plus de la requête. Donc le WAF était là pour protéger ce qui était envoyé au serveur. Donc si par exemple c'était pour essayer d'exploiter une injection SQL, en fait le gars a trouvé la petite astuce de rajouter suffisamment de lettres A et du contenu illégitime dans la requête qui était envoyée au serveur, parce que dès lors que ça dépassait une certaine taille en termes de kilo-octets, le WAF disait ah non c'est trop lourd, je traite pas. Et il s'est passé vers le serveur avec le contenu pour exploiter l'application. Ça c'est de la vulnérabilité toute bête, mais des trucs comme ça il en sort tous les jours sur Twitter. On est obligé de faire de la veille et c'est avec tous ces petits tips and tricks qu'on arrive à les exploiter derrière et qu'on se retrouve avec des souches qui se complexifient. Et du coup, je prends ce cas très particulier parce que c'est fou de te dire que juste une chaîne de caractères trop longue, ton WAF il le traite pas en disant c'est trop long, je laisse passer, ce qui est ouf. On a eu la même blague il y a quelques années avec les sandbox de détection de malware dans les mails. T'envoyais un mail, je crois que la limite généralement c'est du 25 mégas. T'envoyais un truc, une souche virale de 15 mégas un peu trop lourde, les solutions antivirales, elles disaient la flemme. Mais donc sur cette solution de WAF, ce qui m'étonne, c'est que c'était une techno qui avait 25 ans, et du coup c'était passé inaperçu depuis 25 ans. Il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs constructeurs qui étaient concernés. Je crois qu'il y avait du Imperva, ça marchait chez Cloudflare aussi, sur le WAF de chez Amazon aussi. Enfin, ça... Donc tu avais potentiellement des technos qui avaient plus de 10 ans. Oui. Ou du coup ça faisait 10 ans que la faille était là, mais elle avait a priori jamais été trouvée, ou en tout cas jamais publiée. Fallait l'idée, en fait. Fallait l'idée. Et c'est tout con comme approche, quoi. Et des gens qui ont des idées ou des chercheurs qui ont des idées, il y en a partout sur le globe. Et en fait, on va continuer à trouver des trucs. Pour ça, ça fait écho à la question de tout à l'heure. C'est est-ce qu'avec la complexification, en fait, non, c'est juste quand tu es dedans, il y a des moments où même la nuit, tu te réveilles, tu te dis ah mais putain, j'ai fait ça toute la journée, j'ai rien trouvé. Et j'ai pas essayé ça. Et le lendemain, tu te lèves, tu essayes et ah oui, ça marche du premier coup, quoi. Il faut être dedans, il faut être dans un mood de créativité et l'idée vient à un moment et ça marche. Oui, cette notion d'épiphanie, c'est un truc que je connais bien aussi dans le monde des devs qu'on a aussi parfois. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que tu cultives au travers de lecture, beaucoup. Mais de ce que je sens comprendre aussi, en fait, c'est un métier où tu le pratiques en fait, aussi de manière professionnelle, mais de manière aussi hobbyiste. En fait.
C'est un métier que tu n'arrêtes jamais de pratiquer, en fait. C'est un truc qui t'anime. Tu vois un système, il faut que tu arrives à trouver Bah, une faille. déjà, tu as de la déformation professionnelle dès que tu croises le moindre équipement en déplacement, en vacances ou autre qui contient de l'électronique. Je pense que pour toute l'équipe, souvent surtout sur des profils plus juniors, quand tu es en déplacement et que tu as fait, on a eu le cas début mars, on était allé à Nullcoin à Berlin, c'était dans un hôtel et ils avaient fait l'erreur de mettre une tablette tactile avec des jeux pour les enfants en bas âge. Bon, c'était sur du Windows et on ne pouvait pas repartir sans ouvrir une invite de commande et faire un Whamai dedans. Mais tu as de la déformation professionnelle, tout ce qui contient l'électronique, tu as envie de jouer avec parce qu'il y a la curiosité de savoir comment ça marche. Puis même au-delà du métier de l'informatique, ce que je fais aujourd'hui à travers le Bug Bounty, en pentest, soit dans le domaine de la sécurité informatique, c'est l'aboutissement, je pense, de ce que j'ai appris depuis que je suis gosse. C'est sois curieux. C'est vraiment le cliché de toute façon, je continue d'en acheter à outrance et au détriment du budget que j'y alloue et sur lequel je me fais taper dessus par ma compagne. Mais les Lego, on va toujours refaire des Lego. J'ai toujours adoré assembler des Lego et faire autre chose que ce qu'on me demandait dans le manuel de la boîte de Lego parce que tu es dans un univers où c'est des petites briques, c'est tout bête. Par contre, tu peux créer des trucs de fou avec. Enfin, tu as des gars qui ont poussé ça dans ces retranchements. Tu as des chaînes YouTube spécialisées sur les constructions de fou avec des Lego. Le mindset et l'état d'esprit que j'applique dans le Bug Bounty, c'est la même chose que j'ai toujours fait depuis que je suis gamin avec des Lego, avec les jeux d'énigmes que j'adore résoudre. Parce qu'en fait, c'est comment arriver à faire un truc qui n'a pas forcément été fait ou qui est difficile à faire. Sauf que dans le Lego, on est dans une approche de construction. Ouais. Là où dans le Bug Bounty, toi, tu vas chercher au contraire plutôt, alors pas à détruire, parce que c'est dans une démarche de juste identifier la faille et après tu colmates comme tu peux, mais tu cherches quand même le point, tu cherches le pilier où je tape dedans et tout s'écroule. Oui, mais c'est pour mieux reconstruire. C'est une façon de le voir. Oui, effectivement, tu as une différence. Mais l'approche autour des Lego, ça va alimenter ta capacité à être, je pense, imaginatif. Plutôt que de subir du contenu. Alors, c'est vrai que quand tu es en phase d'apprentissage de nouveaux vecteurs d'attaque, tu subis le contenu. Donc, tu vas faire tes recherches sur Internet, tu lis les tutos, tu t'entraînes. Donc, c'est une phase d'apprentissage. Et l'information vient à toi d'une certaine manière. Mais l'imaginaire que te donnent les Lego va te permettre, dans le Bug Bounty, au-delà de la phase d'apprentissage, d'être en capacité de trouver le tuto sur la 16e page de Google parce que tu as tapé les bons mots-clés, où c'est la seule source sur Internet publiée par quelqu'un à l'autre bout du monde en Asie qui s'est intéressé à la version du produit qui n'est pas connue, sur lequel tu es en train de bosser, tu as envie d'essayer de trouver une faille. Les Lego t'amènent ça en fait. C'est apprendre à chercher et être créatif dans la manière de chercher l'information pour trouver ce que les autres n'ont pas trouvé parce qu'il fallait se tordre l'esprit. En fait, aujourd'hui, on est obligé de faire un assemblage de vecteurs d'attaque parce qu'en fait, déjà un simple DDoS, c'est certes possible, mais c'est pas une faille en tant que telle. En fait, tu es obligé d'assembler un ensemble de choses pour réussir à trouver quelque chose. Alors tu citais l'exemple des DDoS. Généralement, effectivement, eux, ils sont directement dans les non-qualifying vulnerabilities sur les programmes, ce qui ne considère pas que c'est de l'impact et surtout, je fais un raccourci, mais globalement, tu ne peux pas trop te protéger d'un DDoS. Bon, ok, tu peux rajouter des solutions de filtrage ou autre, mais sur une grosse attaque DDoS, ça va occasionner de l'indisponibilité de service, soit, mais bon, sur des infra haute dispo, les clients ou des cibles matures se disent on est en capacité de mitiguer. Après, est-ce que ça implique tout le temps des vecteurs d'attaque assemblés? Pour des bugs assez cool et en fonction de ce que. Et personnellement, c'est ce que j'essaie de rechercher, ouais. Mais on continue de trouver aujourd'hui, même en 2022, des fois des coups de bol de admin, test sur des pages de login ou Ou de simplement envoyer plus de caractères que prévu et le message y passe. Voilà, on continue de trouver des vecteurs d'attaque des fois où tu bugs sur l'écran et tu te dis mais comment c'est possible que ce soit passé? Et en fait, assez paradoxalement, tu te retrouves avec une communauté de gars bien énervés qui vont faire les tests sur des vecteurs d'attaque poussés, techniques et autres. Et tout le monde tombe effaré lorsque le gars dit non mais j'ai réussi à me connecter avec un admin. Et c'est
tellement con que personne n'a osé le tester. Et pourtant, ça continue de passer. T'as une équipe qui s'acharne sur une porte blindée alors que la fenêtre est ouverte. Mais C'est exactement c'est ça, ça. quoi. Mais c'est tout l'art du bug bounty parce que tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte noire, tu sais pas par où rentrer, et voilà. Est-ce que du coup, c'est pas justement inhérent à cette course technologique qu'on a sur l'ensemble des métiers de l'IT aujourd'hui, où en fait on a, comparativement à ce que c'était il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, on a un nombre de technos impressionnants qui sont empilés, qui sont agencés, qui sont connectés les unes aux autres. Cette, euh, Cet enchevêtrement de choses, cette complexité qu'on a dans nos infras, est-ce que c'est quelque chose qui va augmenter la complexité pour vous parce que du coup, il faut réussir à aligner toutes les failles et aussi à cartographier tout ce qu'il y a? Ou au contraire, c'est une facilité pour vous parce qu'en fait, avec cet enchevêtrement de choses, la probabilité qu'il y ait une erreur quelque part, qu'il y ait un humain qui ait glissé un truc quelque part qui soit mal fait, ça vous fait une porte plus facile à trouver. Alors, et en complexifiant ton système, effectivement, ou ça revient au même que augmenter la surface d'exposition de ce que tu exposes sur Internet, où effectivement tu augmentes le niveau de risque et de compromission potentielle, donc de découverte de failles. Après, est-ce que ça va complexifier la façon dont on arrive à trouver ces failles? Non, parce qu'assez paradoxalement, typiquement, plus les stacks technologiques IT évoluent, bah en fait, plus nous, on s'en sert pour pouvoir automatiser, passer à l'échelle notre capacité d'analyse et de détection de failles. Donc c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Effectivement, on va devoir aller chasser des environnements qui sont plus complexes, mais ou alors avec des stacks technologiques qui se diversifient et qui apportent de plus en plus de services. Mais du coup, pour pouvoir aller faire cette chasse et ce process de recherche, bah on va nous-mêmes utiliser ces stacks-là dans un contexte interne pour avoir une capacité de passage à l'échelle plus énervée. Okay. À quel point est-ce qu'il y a, si on prend l'ensemble des entreprises qui font appel qui mettent en place des programmes de bug bounty, est-ce que tu vas trouver surtout on va dire des clients finaux ou plutôt des entreprises type Cisco, enfin, des acteurs, on va dire, du monde de l'infra qui veulent tester leurs environnements avant de les vendre pour que justement ces environnements-là soient sécures, ou c'est plutôt au contraire des gens qui vont utiliser ces solutions-là? Tu as tout. Ça se démocratise assez bien et puis ça se diversifie, puisque typiquement, je sais qu'on peut en parler sur ce volet-ci. Il y a même des acteurs de l'univers de l'IoT ou de l'hardware qui s'y intéressent et qui mettent à disposition carrément des chercheurs des équipements dédiés. Je crois que c'était en 2020 où, par exemple, on avait eu l'opportunité, dans le cadre du Bug Bounty, de recevoir des drones Parrot pour les casser à la maison. Donc, finalement, tu as autant des éditeurs logiciels ou des éditeurs des providers de services, des éditeurs logiciels, des spécialistes en hardware, IoT qui s'y intéressent. Donc c'est vraiment transverse et ça touche tout le monde. Et c'est ça qui est cool, c'est que nous, en termes de terrain de jeu, finalement, c'est très varié. Et tu es sûr de trouver, en fonction de tes appétences ou des stacks technologiques que tu aimes le plus, d'arriver à trouver un programme de bug bounty sur lequel t'éclater. Parce que c'est vraiment ça le plus important. Quant au choix qu'on fait des terrains de jeu sur lesquels on intervient, c'est vraiment à l'inspiration. Alors, sauf un peu moins en événement, parce que généralement en événement, en compétition, les programmes sont déjà pré-préparés par les organisateurs de l'événement. Donc tu arrives et tu découvres le jour J. Typiquement, il y en a chaque année au FIC. Là, cette année, c'était les JO 2024. L'année dernière, c'était Décathlon. Et l'année d'avant, c'était Doctolib. Donc ça varie en fait. Mais par contre, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que vu que ce sont des acteurs matures, ils te filent à minima en termes de terrain de chasse, généralement le wildcard, donc c'est globalement tous leurs sous-domaines exposés sur Internet. Et sur des gros acteurs comme ça, tu as de quoi trouver de la stack applicative ou effectivement t'amuser, parce que tu as certains programmes de bug bounty français où les volumétries des sites web qui sont dans le périmètre couvert par le bug bounty se chiffrent en dizaines de milliers d'actifs. Donc juste, tu pourrais rester toute une vie sur un programme, et surtout, vu que c'est des très très gros acteurs, tous les jours, c'est aussi à toi de monitorer les sites web qui ont été deprecated et dont la production a été coupée, ils ne sont plus accessibles, des nouveaux services qui ont été mis en place. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est une question qui revient souvent chez les jeunes qui veulent se lancer dans le bug bounty, c'est « Ah ouais, mais je me suis inscrit sur telle plateforme, donc j'ai 0 point.
J'ai accès qu'à ces programmes publics parce qu'il faut commencer à gagner des points et avoir des rapports valides pour être invité dans des programmes privés un petit peu plus sensibles. Et puis, c'est le temps que les plateformes évaluent le professionnalisme de la personne. Ouais, du coup, j'ai accès qu'à ces programmes publics. Les trucs sont là depuis Mathusalem, remonte à 10 ans quand la plateforme a été lancée. Ah, c'est impossible que je trouve quoi que ce soit parce que plein de gens y sont passés. Mais beaucoup oublient qu'il faut regarder la taille des structures qu'il y a en face. Et je pense sur les programmes publics, je crois que sur Yes We Act et OVH par exemple, il suffit de regarder la volumétrie des nouveaux services qui sort tous les jours ou qui changent et de se concentrer juste sur les plus récents parce que même s'il y a des centaines de chercheurs qui sont passés dessus depuis 10 ans, ils surveillent pas, ils peuvent pas surveiller au jour le jour ce qui bouge chez chacun et aller tester et faire des levées de doute de est-ce qu'il y a des failles sur tous les actifs. Enfin, il faudrait des milliers de personnes. Tu as de quoi occuper des milliers de personnes. Là. Ouais. Je me doute que tu n'étais t'étais pas là au moment où les failles ont été conçues par les développeurs ou les admins qui les ont mises en place. Mais dans le type de faille que toi, tu as été amené à détecter, est-ce que d'après toi, ça a plus souvent été quelqu'un qui n'a pas vu la faille qu'il était en train de créer, ou quelqu'un qui l'a entre guillemets vu, mais qui s'est dit, personne pensera à faire ça. Tu vois, je prends le cas dans ton WAF, la chaîne de caractères qui est trop longue. Et le message passe quand même. Est-ce que tu crois qu'il y a un dev qui s'est dit, a priori, personne va envoyer un message qui fait plus de 800 caractères, et donc j'ai pas besoin de le traiter? Ou c'est un oubli, on va dire Alors, je commence par un premier sujet, c'est démystifier et sortir du modèle où on tape tout le temps sur les devs, en disant c'est de votre faute s'il y a des failles. Puisque globalement, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, les infrastructures effectivement se complexifient. Tu peux avoir une stack applicative qui a été gérée par une équipe de dev, qui a été gérée avec une approche DevSecOps impeccable. L'outil est mis en production et puis ça passe par justement le WAF tu évoquais, où là c'est l'ingé réseau par exemple qui s'est occupé de configurer le WAF et de mettre en place un premier reverse proxy pour aller taper sur les services web du serveur qui porte l'applicatif. La mise configuration, elle peut être faite au niveau du WAF dans cet exemple. ou un utilisateur qui a un mot de passe admin. Enfin, il y a plusieurs couches possibles. Donc c'est pas toujours la faute des devs, ça peut être l'ingénieur réseau, ça peut être le sysadmin qui a mal géré les paramètres du lancement de la couche web qui fait que quand on arrive à faire de l'injection de commandes au niveau du code, on n'est pas dans un contexte limité mais on finit directement route de la machine qui héberge. Donc la responsabilité elle est partagée par tous. Par contre par rapport à toutes les failles qu'on découvre, quelles sont les négligences types? Je pense que c'est, si je devais répondre juste avec la partie dev pure, la majorité, c'est du code effectivement de mauvaise qualité. Sur la partie infra, du coup, c'est très souvent de la misconfiguration. Misconfiguration ou non-activation des bons process de hardening et de sécurité sur les applicatifs. Et après, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment négligence et mauvaise qualité de code. Et de manière globale, même sur tous les échanges qu'on a eu avec des équipes de dev sur des approches DevSecOps, aujourd'hui sur la partie sec du DevSecOps, je pense qu'il y a encore un gros travail de vulgarisation et de montée en compétences à transmettre aux développeurs. Parce que, enfin, d'une part, pour certains, on les force à s'y intéresser parce qu'ils n'ont pas forcément d'appétence sur ces thématiques-ci. Et surtout, il faut leur donner les moyens de monter en compétences et de voir comment inscrire ces checks sécu, comment faciliter l'implémentation de ces stacks sécu sans nuire à leur confort de développement non plus, parce qu'ils ont besoin de le conserver. Finalement, on vient intégrer, rajouter quelque chose à leur quotidien où effectivement, il y a 20 ans, on ne se posait pas la question. Du coup, sur ce manque de formation de l'ensemble des acteurs sur un applicatif, est-ce que du coup tu penses que toute personne, chacune de ces intervenants devrait, d'une manière ou d'une autre, faire du bug bounty pour justement s'acculturer à la sécurité et que ça rentre de manière quasi automatique dans ses réflexes, soit de déploiement d'une infra, soit de développement d'une application, soit de création de ses mots de passe en tant qu'utilisateur? Alors, il pourrait attaquer avec le bug bounty, puisque du coup, effectivement, dès les premières failles, il gagnerait de l'argent.
donc c'est cool. Sinon après, sur comment s'approprier une vision de ces failles et l'exploitation de celles-ci, en démarrant si vraiment on considère le modèle, voilà, j'y connais rien et je démarre de zéro, aujourd'hui de façon gamifiée, sans forcément passer par le bug bounty, il y a des plateformes d'entraînement qui existent. Je pense notamment à du RootMe, où il y a un spectre de challenges qui sont proposés sur un format très ludique, de logique de programmation, de stéganographie, de cracking, de challenge web, de challenge client, où effectivement il faut pirater pour marquer des points, et puis on apprend, on découvre des nouveaux vecteurs d'attaque. Il y a en plus de celle-ci, et au-delà de l'approche très jeu, il y a tous les référentiels techniques pour ceux qui veulent, après cet exercice pratique, essayer de mieux comprendre les enjeux théoriques. En fait, RootMe, sans passer par le bug bounty, c'est une plateforme pour se faire la main et s'entraîner, et qui convient parfaitement à des devs, parce qu'en plus, il y a aussi quelques challenges de programmation. Okay. Top, merci beaucoup Brice pour cette discussion. J'aurais une dernière question pour toi, qui est une question rituelle sur le podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je vais répondre tabulation, parce que quand je prépare mes présentations PowerPoint, à chaque fois je m'énerve dessus et j'arrive pas à aligner mes textes. Merci beaucoup Brice. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à tous d'avoir assisté à cet enregistrement de l'épisode du podcast IFTTD. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Merci à Ready for It de nous donner l'opportunité avec IFTTD de participer à ce salon, et pour cet avant-dernier épisode de cette série d'épisodes sponsorisés. On en fera un dernier pour faire un petit peu une conclusion de tout ce salon Ready for It. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.